Est-ce que tu t'es déjà demandé si tous les cerveaux étaient identiques? Est-ce que tu te poses parfois la question de savoir si tu as le même cerveau que ton voisin? Eh bien, pour répondre à cette question, il y a deux grandes écoles. Il y en a qui disent oui, les cerveaux sont identiques, mais finalement c'est la manière d'utiliser le cerveau qui est différente. Et d'autres qui disent non, c'est pas tout à fait des cerveaux identiques parce qu'ils ne sont pas câblés pareil. Parce que finalement, ton cerveau, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ton corps. C'est lui qui coordonne tes gestes, tes émotions, tes comportements. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Ce qui est différent, ce qui ne va pas être pareil pour tout le monde, c'est finalement les zones qui vont s'activer dans ton cerveau quand tu te retrouves dans une tâche d'attention soutenue. Et ça, aujourd'hui, on peut le voir avec les imageries cérébrales. Et donc, justement, il y a une étude d'un certain George Bush, mais qui est docteur, hein, c'est pas un ancien président. George Bush, qui est spécialiste de l'imagerie cérébrale et qui passe son temps à étudier les zones qui s'activent dans les cerveaux TDAH. Et en fait, ce qu'il a remarqué, ce qui ressort de son étude, c'est que quand on n'est pas TDAH et qu'on est dans une situation d'attention soutenue, une des zones qui s'active, c'est un truc bizarre qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui se trouve ici, à peu près à l'intersection en fait finalement entre les cerveaux gauche et le cerveau droit, et qui pourrait être considéré comme un peu une autoroute de l'information. Et quand on a un cerveau TDAH, et bien en fait, en cas d'attention soutenue, donc on met la personne dans la même situation, ce qu'on remarque en imagerie cérébrale, c'est que ce sont des zones qui sont plus éloignées finalement qui s'activent, et c'est un peu comme si on prenait les routes secondaires finalement plutôt que l'autoroute. Alors tu sais comme moi que quand on ne prend pas l'autoroute, en général ça met plus longtemps parce que d'abord on roule moins vite et en plus sur le chemin souvent il y a plein de choses à voir, plein de distracteurs qui t'incitent à t'arrêter pour regarder quelque chose, à faire une petite pause par-ci, une petite pause par-là. Et finalement c'est une métaphore qu'on peut très bien utiliser pour comparer un cerveau TDAH à un cerveau qui n'est pas TDAH. C'est que le cerveau TDAH a une tendance à aller prendre ces petites routes secondaires et à faire un espèce de détour. Il ne va pas directement le chemin principal de l'information. Alors toi et moi, on connaît déjà très bien l'inconvénient d'utiliser ce mode de fonctionnement, de pouvoir prendre les petites routes secondaires. Finalement, on a difficile à commencer une tâche, et puis quand on a commencé la tâche, ben on a difficile de la terminer. Et ce qui est encore plus difficile finalement, c'est le changement de tâche. Donc la flexibilité attentionnelle, le fait de pouvoir facilement changer de tâche en fonction d'une priorité qui t'est donnée par la vie ou que tu priorises en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est typiquement difficile, ça s'appelle la flexibilité attentionnelle. Le fait de pouvoir passer son attention d'une tâche précise à une autre et de faire ça consciemment. Alors c'est d'autant plus difficile quand on passe d'une tâche qu'on aime bien à une tâche qu'on n'aime pas. Mais je te prends un petit exemple tout de suite pour que tu comprennes mieux la situation. Alors ce week-end, je suis en train de faire de la peinture. Je repeins une magnifique porte balinaise qui se situe dans un jardin. Pendant ce temps-là, mon grand garçon, en fait mon plus grand garçon, qui a 7 ans et bientôt 8, me file un coup de main et décide de passer le râteau dans le jardin pour ramasser les feuilles mortes. Jusque-là, c'est super. À un certain moment, une petite distraction intentionnelle fait qu'avec son râteau, eh bien oui, il renverse le pot de peinture. Donc évidemment, je me mets un petit peu en colère, mais ça va, j'arrive à gérer mes émotions, je ne fais pas trop. J'applique le principe, quand tu fais une bêtise, tu la répares. Ou si tu préfères, si tu fais une boulette, eh bien tu la manges. Donc le voilà en train d'éponger finalement les 2,5 litres de peinture blanche dans le gazon. Donc il fait de son mieux vraiment, et puis je lui fais une petite remarque comme quoi effectivement, eh bien, il a une tendance à marcher lui-même dans la peinture qu'il a renversée et du coup à reporter la tâche de peinture un peu plus loin au fur et à mesure qu'il se déplace. Bref, je retourne à mon occupation, c'est-à-dire la peinture de cette porte balinaise, et puis peut-être 5 minutes après, même pas, je me retourne pour voir où on est la réparation de cette bêtise, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois mon enfant 5 mètres plus loin, à 4 pattes, en train d'observer une petite bestiole dans l'herbe, un insecte quelconque, je ne sais pas d'ailleurs exactement quel insecte. Et puis voilà, et en fait, il avait dû prendre les routes secondaires, et puis sur le trajet de ces routes secondaires, eh bien, il a rencontré cet insecte, et comme finalement son goût pour nettoyer la peinture est beaucoup moins marqué que son goût pour observer la nature, eh bien, son attention a été complètement englouti par ce petit insecte qui était pour moi insignifiant, mais pour lui qui prenait beaucoup d'importance. Donc on voit bien ici toute l'importance, tout ce que ça veut dire finalement la flexibilité attentionnelle affaiblie. C'est l'idée que ton attention, elle peut passer d'une tâche à l'autre, mais que ça se fait naturellement en fonction de tes désirs, en fonction de l'affect que tu as pour la tâche, et que ce qui est vraiment difficile pour un TDAH, ça va être de passer d'une tâche que tu aimes bien à une tâche que tu n'aimes pas. Donc les transitions
sont finalement toujours compliquées. C'est pour ça qu'il faut mettre un certain soin à préparer les transitions. Une tâche se termine, il y a une petite pause, il y a ce qu'on appelle la transition et puis après on peut commencer une autre tâche. Mais pour ça, il faut s'assurer qu'on a un réservoir attentionnel qui est suffisamment rempli et un réservoir énergétique qui est suffisamment rempli. Si ton réservoir énergétique et ton réservoir attentionnel sont vides avant de commencer cette tâche, tu n'iras pas au bout de la tâche et même peut-être tu n'arriveras pas à commencer cette tâche. Tout ça pour te dire qu'on n'est pas câblé pareil. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément la science. Écoute bien ça, un chiffre hallucinant. Entre 2007 et 2017, il y a eu 15 000 articles scientifiques publiés sur le TDAH. Alors oui, on peut dire que c'est un trouble qui est mal connu, mais quand même la science est très intéressée par ce trouble, puisque 15 000 articles en 10 ans, pour moi c'est quand même énorme. C'est un sujet qui est passionnant et qui passionne les scientifiques. Alors qu'est-ce qu'on étudie? Eh bien on étudie deux choses principales. On étudie d'un côté la génétique. Et aujourd'hui, grâce à ces études, ce qu'on peut dire, c'est qu'un enfant qui est diagnostiqué TDAH a 40% de chances qu'un de ses deux parents en fait, ait le même trouble depuis l'enfance. Donc ça, c'est vraiment un facteur génétique qui est très important pour le TDAH, et ça intéresse beaucoup la science. Et d'un autre côté, c'est ce que je vous disais, on étudie l'imagerie cérébrale. Et alors, de l'imagerie cérébrale, on essaye finalement de chercher quelles seraient les zones défectueuses dans un cerveau TDAH. Alors, j'aime pas du tout ce mot, et d'ailleurs, les études aujourd'hui ne peuvent pas prouver qu'on a une zone défectueuse. Parce qu'il y a des études qui ont des résultats finalement contradictoires. C'est-à-dire que dans une situation identique, on va avoir des hypoactivités de certaines zones et dans la même situation, on va avoir des hyperactivités de ces mêmes zones. Et donc finalement, on n'arrive pas à dire quelles seraient aujourd'hui les causes biologiques du TDAH. Et moi, je dis que c'est tant mieux. Parce que la bonne nouvelle, c'est que peut-être on n'est pas câblé pareil, mais la plasticité cérébrale nous permet de réadapter, de refaire un branchement intérieur différent, et ça c'est quelque chose qui est magique. C'est l'idée que oui, tu as un mode de fonctionnement aujourd'hui, mais que non, ton mode de fonctionnement ne sera peut-être pas exactement le même demain, après-demain, etc. Et si tu travailles petit à petit pour changer le câble, eh bien oui, tu peux retrouver une route principale plutôt qu'une route secondaire. Donc, on ne serait pas câblé pareil, mais mystère, aujourd'hui, la science ne sait pas encore trop comment on est câblé. Ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir un cerveau TDAH favorise ta créativité. Et ça, c'est dû au fait que justement, au lieu d'utiliser l'autoroute, au lieu d'utiliser le même chemin systématiquement parce que tu l'as déjà fait une fois et que tu sais que ça fonctionne, toi, tu as la capacité, et tu le fais de manière tout à fait inconsciente, mais ça se fait quand même, de prendre systématiquement des petites routes secondaires et de ne pas prendre toujours la même route secondaire. C'est-à-dire que tu as une tendance à vouloir essayer les choses différemment, à faire en sorte de te poser la question finalement, est-ce qu'on peut faire ça autrement? Parce que quand c'est tout le temps la même chose, eh bien toi, tu t'ennuies. Donc c'est une analogie que je fais avec ton fonctionnement cérébral, mais finalement, cette envie de nouveauté, de changement, de mouvement, qui est propre aux gens qui ont un TDAH, eh bien dans le cerveau, elle peut se retranscrire comme ça, par cette capacité à prendre des chemins différents pour arriver d'un point A à un point B. Et ça, évidemment, ça favorise la créativité, parce que sur le chemin, tu rencontres plein de choses que tu n'avais pas forcément prévues, et quand tu les associes entre elles, eh bien une idée plus une idée, ça donne bien souvent une troisième idée. Donc 1 plus 1 égale 3 idées. Il y a une idée de base, et on va avoir un résultat qui peut être une troisième idée. Donc c'est la force de la créativité, c'est qu'on n'est pas en train d'additionner des pommes avec des pommes pour obtenir des pommes, c'est qu'on additionne des pommes avec des poires et qu'on obtient des résultats, des chemins, de l'imagination. C'est ça la créativité, c'est l'idée d'aller plus loin que le concret. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo ici, et je voudrais juste insister là-dessus, c'est que depuis toujours on te compare finalement à la norme en te disant ce que la norme fait bien et ce que toi tu ne fais pas bien. L'organisation, la capacité de prioriser, de classer, etc. C'est vrai que tu ne fais pas ça très bien. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais le faire, parce que tu peux trouver des stratégies d'adaptation, de compensation pour y arriver. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez toi. Par contre, ce qu'on ne te dit pas, c'est justement que cette créativité, c'est ce que tu dois aller chercher, c'est ce que tu dois essayer de mettre en évidence, parce que c'est vraiment ce qui fait ta spécificité, ton authenticité. Et aujourd'hui, le monde a besoin de gens qui sont authentiques, de gens qui sont spécifiques, qui sont différents justement de la norme. Donc on te compare avec la norme en te disant que tu ne fais pas partie de la norme. Eh bien non, c'est vrai, tu ne fais pas partie de la norme. Par contre, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour toi. En tout cas, je t'invite à le voir comme ça, parce que c'est ce que tu as de mieux à faire. Ton TDAH est une force. Ça, c'est une croyance, une nouvelle croyance que tu vas
progressivement intégrer. Mon TDAH est un handicap, je barre cette croyance, je la prends et je la jette à la poubelle. Et mon TDAH est une force parce que ça m'amène de la créativité. C'est la nouvelle croyance qu'on va devoir intégrer petit à petit pour pouvoir vraiment l'exploiter à son plus grand potentiel. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors je t'invite à partager dans les commentaires comment toi tu vis ce côté créativité. Est-ce que tu as déjà pris conscience que tu étais particulièrement créatif et finalement qu'est-ce que cette créativité elle t'apporte au quotidien. Donc si tu as des exemples de ça, si tu peux témoigner de ça, vraiment ce serait super parce que je pense qu'il y a plein de gens qui découvrent qu'ils ont le TDAH et qui ont peur en fait de se dire ah j'ai un trouble, je comprends pourquoi j'ai mal fonctionné, mais en fait qui n'arrivent pas à passer le cap de se dire oui, ce trouble c'est une force extraordinaire parce que la créativité c'est ça qui peut faire une vie qui est sur mesure. Tu as la capacité de te créer une vie sur mesure, une capacité que peut-être certaines personnes n'ont pas parce que justement tu as un TDAH, alors profites-en. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des autres vidéos 100% TDAH qui vont venir. Pour le reste, je te dis à très bientôt et quand c'est fini, tu sais ce qu'on fait, on fait comme à l'école, on sonne la cloche. À plus. Alors, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé aussi finalement de chercher ta voiture sur le parking du supermarché avec ton caddie qui est rempli de courses et de ne pas la trouver en fait? Tu fais toutes les rangées une fois, tu les refais une deuxième fois jusqu'à un moment te dire peut-être qu'on m'a volé ma voiture. Et puis à un moment, il y a ce déclic qui se fait et en fait non, tu n'es pas venu avec ta voiture, tu es venu avec la voiture de ta chérie et donc ça fait une demi-heure que tu cherches la mauvaise voiture. Eh bien moi, ça m'est déjà arrivé.